La Pologne ferme sa frontière avec le Bélarus, alors que Moscou et Minsk entament des exercices militaires conjoints aux portes de l'OTAN. Bolsonaro condamné à 27 ans de prison. Ses avocats promettent des recours à tous les niveaux. Les États-Unis dénoncent une condamnation injuste. La gauche radicale et l'extrême droite au Parlement européen déposent séparément des motions de censure pour dénoncer la politique menée par la présidente de la Commission européenne. Rester en Europe pour retourner en Syrie, tel est le dilemme de nombreux Syriens. Reportage en Belgique. La Pologne a fermé sa frontière avec le Bélarus dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que Moscou et Minsk entament des exercices militaires conjoints aux portes de l'OTAN. Cette décision fait également suite aux violations de l'espace aérien polonais par des drones russes en début de semaine. Varsovie affirme que la frontière restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Robimy to ze względu na bezpieczeństwo naszych obywateli. To Rosja w ostatnich dniach zachowuje się wobec Polski w sposób agresywny, a od wielu lat zachowuje się w sposób agresywny wobec całego cywilizowanego świata. Dbając o bezpieczeństwo naszych obywateli, jesteśmy zmuszeni do takiej decyzji. L'exercice militaire Zapad a lieu tous les 4 ans et rassemble des dizaines de milliers de soldats russes et bélarusses. Il s'est tenu pour la dernière fois en septembre 2021. Moscou avait alors annoncé avoir déployé environ 13 000 soldats sur le territoire bélarusse. En réalité, plus de 200 000 militaires russes se trouvaient dans le pays. Et en février 2022, la Russie a utilisé les forces restées au Bélarus après la fin des exercices pour attaquer l'Ukraine. L'exercice Zapad 2025 devrait se poursuivre jusqu'à lundi. Selon Minsk, il impliquera le système de missiles russe Oreshnik, ainsi que la planification du déploiement d'armes nucléaires. Le prince Harry en visite à Kiev avec une équipe de sa fondation qui vise à soutenir les militaires blessés au combat par le biais de compétitions sportives. Le fils cadet du prince Charles s'était déjà rendu en Ukraine avec son épouse en avril dernier pour visiter à Lviv un centre de rééducation pour soldats blessés. La visite du prince Harry à Kiev coïncide avec celle de la nouvelle chef de la diplomatie britannique, Yvette Cooper. Il n'y aura pas d'État palestinien, cet endroit nous appartient. Déclaration du Premier ministre israélien à l'occasion de la signature d'un projet de colonisation en Cisjordanie occupée. Benjamin Netanyahou promet de protéger la terre, l'héritage et la sécurité d'Israël. Israël a approuvé au mois d'août le projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie. Le projet devrait couper la Cisjordanie en deux et compromettre la continuité territoriale d'un éventuel État palestinien. 3 millions de Palestiniens et 500 000 Israéliens vivent en Cisjordanie. La colonisation de la région s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967 et s'est accélérée depuis les pogroms du 7 octobre 2023. Les avocats de Jair Bolsonaro promettent de contester la condamnation de l'ancien président brésilien et de lancer des procédures de recours à tous les niveaux. La Cour suprême du Brésil a condamné Jair Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison pour avoir dirigé une organisation criminelle dans le but de se maintenir au pouvoir. Selon l'accusation, le projet de Jair Bolsonaro et ses complices prévoyait notamment l'assassinat de Lula da Silva, son rival victorieux de la présidentielle fin 2022. La Cour suprême du Brésil a par ailleurs condamné 7 ministres et généraux à des peines allant de 2 ans à 26 ans de détention. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime injuste la condamnation de Jair Bolsonaro et promet des représailles. Son discours sur l'état de l'Union européenne à peine prononcé, la présidente de la Commission européenne fait déjà face à 2 motions de censure. En quelques heures, la gauche radicale et l'extrême droite ont réuni séparément les signatures nécessaires pour lancer cette procédure dont le vote devrait se dérouler le mois prochain.
Pour la gauche, Ursula von der Leyen a commis au cours de son second mandat des dégâts jugés irréparables, comme dans la bande de Gaza. Elle a fermé les yeux sur l'une des pires catastrophes humanitaires de notre siècle, plus de 60 000 morts. Elle a refusé de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et refusé de décider un embargo sur les armes. Et je pense que cette complicité doit être dénoncée. En plus de cela, il y a une petite tendance de la Commission européenne de passer en force sur l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui va littéralement vassaliser l'Union européenne vis-à-vis de Donald Trump. C'est également la politique commerciale qui pousse l'extrême droite à déposer une motion de censure. Les Patriotes pour l'Europe dénoncent l'accord avec les États-Unis, mais aussi celui avec le Mercosur. Pour ces élus, c'est en fait l'ensemble des choix politiques de la Commission qu'il faut remettre en cause. The Commission and its President have failed to cope with the most pressing challenges that Europe is facing. They have failed on peace, on trade, on competitiveness, on migration. Instead of providing solutions, this Commission has become the problem itself. Ursula von der Leyen a déjà fait face à une motion de censure au mois de juillet, très largement rejetée par les eurodéputés. No confidence motions are generally difficult to pass in the European Parliament due to the high threshold needed to topple the European Commission, at least 2/3 of the votes cast representing at least the majority of all the MEPs. While the left has clearly ruled out voting in favor of the Patriots motion, the far-right group could eventually support the leftist proposal in order to get their goal, forcing Ursula von der Leyen to resign. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. It's my brother, me, my mom, my two sisters, and the room. Rentrer ou rester, tel est le dilemme des Syriens installés en Europe. Suite à la chute du régime de Bachar el-Assad fin 2024, 159 Syriens sont retournés volontairement en Syrie depuis la Belgique, selon l'Agence fédérale belge pour l'accueil des demandeurs d'asile. Originaire d'Idlib, Ahmad a fui au Liban en 2012 après avoir été emprisonné et torturé pour avoir participé aux manifestations contre le régime bassiste. Installé en Belgique depuis 9 ans, le belgo-syrien travaille aujourd'hui dans le secteur informatique à Gand. Il envisage de retourner en Syrie d'ici 2 ou 3 ans pour contribuer à la reconstruction du pays et promouvoir la démocratie via son association. I would like to publish the democracy in the Middle East, and especially like in Syria. It's my country. It was already my dream since the start of the revolution. Aïcha a fui la Syrie en 2011 avec sa famille alors qu'elle n'avait que 13 ans car son père avait pris part aux manifestations contre le régime. Après être restée 7 ans en Turquie, elle arrive à Anvers grâce à la réunification familiale. L'étudiante en communication envisage de visiter la Syrie mais exclut tout retour définitif à cause de l'insécurité et faute de perspectives économiques. Tout recommencer à zéro pour la 3e fois après avoir déjà tout perdu la décourage également au retour. How are you expecting a place who have been in war for 14 years to be safe for people? It's not even like life there is not stable. There is no job, there's no work, there's nothing. And some people have literally sold everything they had to be here. I know friends who sold their homes and cars and everything they had so they have the money to come to Europe. Les Syriens ont déposé moins de demandes d'asile dans des pays de l'UE cette année suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Ils ne représentent plus la première nationalité des demandeurs d'asile dans l'UE, devancés par les Vénézuéliens et les Afghans. Toutefois, certaines catégories de Syriens font toujours face à des risques de persécution, prévient l'agence. Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, souhaite ouvrir le Tibre à la baignade d'ici 2030. Il a qualifié cet objectif de tout à fait réalisable lors de l'exposition universelle 2025 à Osaka. Actuellement, la baignade dans le Tibre est interdite sous peine d'amende, malgré la tradition de s'y jeter au Nouvel An. L'édile a déclaré avoir déjà impliqué le ministre de l'Environnement italien et les responsables de la région du Latium dans une étude de faisabilité et de coûts.
Il a ajouté que le budget pour l'assainissement total des eaux serait inférieur à celui engagé par Paris pour rendre la Seine propre à la baignade, car le fleuve romain est moins pollué. Certaines zones du Tibre seraient déjà d'ailleurs dans les normes demandées pour la baignade, selon le maire. Une des missions de la police romaine est d'inspecter tous les points de rejet des eaux usées dans la rivière Anienne, en amont du fleuve romain. En juillet 2025, les nageurs ont pu profiter de la Seine pour la première fois depuis 1923, un projet à 1,4 milliard d'euros. Les Européens ont-ils des habitudes saines ? La santé et le bien-être sont des priorités pour les consommateurs européens. Environ 28% des Européens déclarent prendre des mesures pour vivre plus sainement en visant des objectifs tels que le bien-être mental, la prévention des maladies et le maintien de la forme physique. Une étude montre également que les différences générationnelles façonnent les préférences en matière de santé. Les groupes les plus jeunes privilégient le bien-être, la forme physique et la beauté, tandis que les adultes plus âgés donnent la priorité à la perte de poids et à la prévention des maladies. 66% des consommateurs européens déclarent dormir suffisamment grâce aux soins personnels, à l'exercice physique et à la consommation d'aliments nutritifs. Les consommateurs définissent une alimentation plus saine en donnant la priorité aux aliments frais, au contrôle des portions et en réduisant le grignotage. L'étude révèle aussi qu'un nombre croissant de consommateurs européens ont des habitudes de consommation pour soutenir la planète. 28% d'entre eux réutilisent les produits et les emballages. Les tendances montrent par ailleurs que les jeunes consommateurs âgés de 18 à 34 ans modifient de plus en plus leur régime alimentaire pour des raisons environnementales ou sociales.